Amis des QDN, bonjour et bienvenue dans ce 119e QDN. Eh oui, 119. Les chiens à bois et les facteurs passent. Alors, je vais encore vous montrer plein de trucs que j'ai commandés. Alors c'est vrai qu'en ces temps un petit peu troublés, là, on ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est vrai que j'ai un petit peu tendance à continuer à me faire un petit peu des stocks, parce que je me dis que si l'accès à ces produits a tendance à diminuer un petit peu, au moins j'aurai de quoi m'occuper pour un moment. Alors, découvrons ensemble tout ce que j'ai trouvé. C'est parti! Alors, je commence avec ce petit panneau solaire qui a directement, comme on peut le voir, deux sorties USB. Bon, c'est pas très grand. Alors, ça me fait un peu marrer, parce que bon, là, ils mettent que ça peut sortir jusqu'à 3 ampères. À mon avis, ça sortira jamais ce courant. Pour info, j'ai fait des tests, vraiment en plein soleil, plein pot dessus, super bien orienté. J'ai réussi à sortir 800 mAh, ce qui est pas mal pour un truc de cette taille, mais on est loin des 3 ampères. Mais enfin bon, ça me suffira largement. Donc c'est livré avec cette notice, qui est une notice a priori que faite pour plein de types de panneaux solaires, mais qui a l'avantage quand même d'être en français, donc ça c'est plutôt sympa. Et bon, il donne aussi avec ces petits accessoires là qui permettent éventuellement de l'accrocher à on sait pas où. Et moi je vais aussi l'utiliser, vu que ça c'est pour alimenter un truc où j'ai pas la possibilité d'avoir du courant, avec cette petite batterie de super condensateur là. Voilà, qui est là avec ici les équilibreurs de charge, dont je vous ai déjà parlé. Donc voilà, c'est des 10 farad. Bon, moi c'est pour alimenter un truc qui consomme très peu, donc du moment que ça tient, je veux dire, la nuit, c'est tout ce que je lui demande. Enfin donc voilà pour ça. Alors maintenant des câbles USB qui affichent en même temps la puissance. Alors j'en ai pris deux. Un qui est fait de l'USB-A vers de l'USB-C, vu que c'est maintenant le standard, et l'autre qui fait directement de l'USB-C vers de l'USB-C. Donc les deux affichent, comme on peut le voir ici, la puissance en watts. Alors celui-là l'affiche, honnêtement, c'est pas hyper brillant. Et en même temps, alors là j'ai acheté ça aussi, alors ça c'est un petit adaptateur qui se met en série avec de l'USB-C, qui va afficher la tension, le courant et la puissance. Donc là je peux le mettre en série avec, voilà. Et on voit que là il m'affiche la tension. Et voilà, alors lui il affiche cycliquement, alors que les autres affichent que la puissance. Alors, pour faire un petit test, je vais le mettre sur une charge électronique, de façon à voir si c'est correct. Donc voilà, si on met l'affichage comme ça, j'essaye de mettre ma main pour qu'on voit bien. Donc là, si on part à 1 watt par exemple, voilà, on voit que là c'est bien 1 watt. Maintenant, si j'en mets 2, ça affiche bien 2, 3, 4, 5... Non, ma foi, c'est plutôt assez précis. Donc, rien à dire là-dessus. C'est vrai que pour le prix, c'est pas le plus bête, en fait. Ça permet de voir ce que ça fait. Puis alors ça, c'est intéressant, parce qu'au niveau de l'USB-C, ça permet de voir quel niveau de tension a été négocié entre les systèmes. Donc ça, c'est plutôt bon. Bon, j'ai testé l'autre aussi, pareil. Au niveau de la puissance, bon, c'est précis à 1 watt près, mais ça donne une idée. Donc ça, c'est, ma foi, plutôt pas mal. Alors tant qu'on est dans l'USB, j'ai aussi pris ces petits trucs là qui permettent, alors ça c'est surtout intéressant si on a des Arduino, des Raspberry, des trucs comme ça, qui permettent de ramener sur une façade, comme on peut voir ici avec ces trous de fixation, ici des prises USB. Là j'ai pris un modèle coudé comme on peut voir. Bon ça peut être intéressant. Et puis j'ai pris aussi, parce que je me suis aperçu que j'en avais pas, j'ai pris 2 rallonges USB. Des fois, c'est pratique d'avoir ça. Bon, vu la taille du fil, faut pas rêver, ça va pas passer des ampères. Enfin, donc voilà. Puis voilà, un autre ici coudé, celui-là était livré avec des vis. Alors ça, c'est pour un CP, je sais pas combien, parce que je lui ai pas encore donné le numéro. Et je ferai je pense assez longtemps, parce que pour l'instant, j'ai pas mal de trucs à faire. Mais enfin voilà. Donc ça, c'est des résistances haute tension de 1 gigome. Il y en a 2. Et ça, c'est du câble haute tension. Voilà, donc qui tient jusqu'à 20 kV, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, je vous montrerai ça quand je ferai ce projet. Alors sinon, là, on va carrément faire la séquence, on va dire, ferrite. Alors, comme vous pouvez le voir, là, je n'ai pas été de main morte. J'ai vraiment fait mon stock. Alors ça, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est des petites ferrites à clipser qui permettent, quand on les met sur des câbles, de limiter les parasites RF. Donc on peut le voir que se présente sous forme
de ces deux demi-coques qu'on vient ici donc clipser sur le câble. Alors ça existe en différents diamètres, là j'en ai pris des 5, 7, sachant qu'il faut toujours prendre la ferrite la plus petite qui marche avec le câble, hein, parce que plus c'est serré sur le câble, mieux ça fonctionne. Et donc ça existe donc en différentes tailles, ou là j'avais aussi trouvé un assortiment de différentes tailles aussi. Donc ça, alors j'ai prévu un jour de faire une vidéo hein, justement pour vous montrer comment on peut mesurer l'efficacité de ces ferrites et et leur usage. Alors pareil, tant que j'y étais dans les ferrites toujours, j'ai repris, parce que c'est vrai, j'en ai quasiment plus, c'est pareil, c'est des assortiments, donc là il y en a de différentes tailles, voilà, des petites, ce que je mets souvent sur mes schémas sous forme de FB pour Ferrite Bead, c'est-à-dire perles de ferrite. Donc on les a ici, voilà, comme on peut voir avec des pattes, hein, ce qui permet de les monter comme des résistances hein, quelque part. J'ai pris aussi, et ça je l'utilise très souvent, des 100 picots et des 22 nanos. Donc ça c'est des espèces de filtres, hein, je vous avais déjà parlé, et c'est pareil, ça c'est quand même des fois très efficace. J'en mets très souvent moi sur mes entrées logiques ou mes entrées analogiques de microcontrôleurs, voilà. C'est des petits filtres remplis hein, qui sont formés de deux petites ferrites et d'un petit condensateur. Hein, donc on met la broche du milieu à la masse et les deux autres donc sont passantes. Hein. Ça c'est pareil, ça permet éventuellement de limiter les parasites. Alors les perles de ferrite on les trouve aussi sous forme comme ça, c'est-à-dire là pour le coup sans fil. Alors ça permet de mettre dedans le fil qu'on veut, mais ça permet aussi éventuellement de les mettre sur des pattes de semi-conducteurs. Des fois ça peut éviter des oscillations. On en trouve, hein, je vous avais sans doute des fois vu ça, hein, sur les différentes pattes de semi-conducteurs, ces petites perles de ferrite. Pareil, un jour j'ai prévu de faire une vidéo là-dessus, donc voilà, donc là j'ai trouvé deux sortes de perles, donc j'en ai repris un stock. Et j'ai repris aussi là la fameuse, ce qu'on appelle de la VK200, hein, pareil. Donc celle-là, il y a plusieurs tours, comme on peut voir. Mais j'en ai pris parce que j'en avais des horizontales, mais pas des verticales comme ça. Donc voilà pour ce stock de ferrite qui est maintenant à son maximum. Bon, alors maintenant, séquence de composants. Alors, à l'origine, j'avais commandé des résistances 1/4 de watt, parce que je me suis aperçu qu'il y avait certaines valeurs que j'avais plus. Et donc, j'ai reçu cette boîte ici, dans laquelle on peut voir qu'il y a... alors c'est assez bizarre en fait, c'est pas réellement la série on va dire E24, c'est pas non plus la série E12. Il y a des valeurs, c'est assez bizarre, mais enfin bon, il y a quand même pas mal de choix. Et j'avais commandé des 1/4 de watt. Et comme on peut le voir, j'ai reçu des 1,5 watt. Avec même le code des couleurs avec, c'est gentil. Et donc j'ai fait une réclamation auprès du vendeur qui m'a proposé de renvoyer la boîte. Je me suis dit, oula, ça m'emmerde. Donc j'ai négocié avec lui pour finalement avoir une petite réduction sur les 1/4 de watt que j'avais finalement à l'origine commandé. Donc voilà, bon avec ça, c'est de la résistance 1% standard chinoise, c'est pas forcément la super qualité, hein. Je vous avais montré que ces résistances à 1%, des fois elles sont un petit peu hors tolérance, mais enfin, pour le tout venant, ça fait tout à fait le job, il n'y a rien à dire, et quand on regarde le prix, ça vaut pas le coup de se priver. Alors tant que j'y étais dans les assortiments, j'ai aussi pris ça. Alors ça c'est ce qu'on appelle des résistances fusibles, hein, je vous en ai déjà parlé. Et pareil, c'est un assortiment de résistances fusibles de faible valeur, hein. On voit que ça va de 0,1 ohm à 10 ohms. Et ça c'est vraiment intéressant, on voit bien, hein, c'est marqué un fuse resistor. Donc voilà pour ça. Pareil dans les assortiments, j'ai pris ici ce petit assortiment de potentiomètre là avec les boutons. Bon c'est pareil, c'est pas du sermètre, hein, mais... pour pas mal de trucs, ça va. Alors c'était pas très clair au début, il y avait marqué B, j'avais pas bien compris si c'était des logarithmiques ou du linéaire, mais heureusement c'est des linéaires, d'ailleurs j'ai vérifié, et moi pour mon usage c'est ce que je veux. Donc on voit qu'il y a différentes valeurs, avec des boutons qui me faut esthétiquement, je trouve, sont pas trop moches. Donc voilà pour ça. Pareil, j'ai repris ici des petits potentiomètres qui sont faits pour monter sur des PCB, de façon verticale, comme on peut le voir comme ça. Alors ça m'intéresse, parce que des fois ça permet de faire des montages où il n'y a pas trop de place, ou éventuellement des fois sur des trucs où il y a des réglages assez fréquents.
de les mettre dessus. D'ailleurs, en parlant de réglage, je vous avais montré dans un autre QDN que j'avais commencé à prendre ces petits trimmers là, comme on peut voir, qu'on peut régler à la main, et qu'ils ont une tige ici, la vis est assez grande, et c'est vrai que j'en ai utilisé, hein, là qu'on peut voir par exemple là sur des circuits que je suis en train de faire, j'en ai utilisé, et c'est vrai que c'est assez pratique finalement, donc j'avais pas pris toutes les valeurs, donc là j'ai pris les valeurs qui me manquaient. Ça c'est des résistances SMD, des 25-12, pareil, de faible valeur pour faire des shunts, des choses comme ça. Donc là, on voit qu'il y a un assortiment de valeurs. Il y a 0,1 ohm, 0,2 ohm. Et là, pareil, là, c'est des valeurs assez basses, mais en CMS. Donc ça, j'en avais pas. Ça comble ça. Bon, là, je me suis aperçu que dans ma boîte de diodes tout venant, j'avais de la N4148, j'avais plus tellement de 4007. Bon, pareil, j'ai repris ça. C'est de la Vulgaris Diodus. J'ai trouvé ces prises là qui sont des prises de montage temporaire. J'ai trouvé assez sympa. Donc il y a mâle et femelle. Donc c'est des C13 standards. Mais comme on peut le voir, elles se montent. Voilà. Et comme on peut le voir ici, il y a un système qui permet éventuellement temporairement de monter une prise comme ça pour faire des tests ou autre. Donc ça, j'ai trouvé ça pas con, donc j'ai pris une mâle et une femelle. J'ai repris aussi, parce que je n'avais plus, c'est des fiches bananes, mais qui ont que la partie ici filetage. Alors il y en a de différentes sortes, il y en a des dorés comme ça, il y en a avec des 4 mm, 3 mm. Et c'est vrai que souvent je fais des petits adaptateurs, des trucs comme ça. Je vous ai montré que j'utilisais assez souvent ce genre de prise. Et alors ça c'est pour, alors je ne sais pas quand je la ferai, mais j'ai pensé que c'est un sujet qui pouvait être intéressant. C'est les composants de légende, hein, qui sont le MF5, le MF4 et aussi le traditionnel MF10. Alors c'est quoi ces circuits? C'est des filtres à capacité commutée qui permettent de faire des filtres passe bas, passe haut, passe bande, ça dépend des configurations, dont on règle la fréquence de coupure à l'aide d'une horloge. Je ferai une vidéo avec des mesures là-dessus, parce que je pense que ça peut être un truc intéressant à voir. J'ai trouvé ces petites pompes à vide là. Bon, c'est sans doute des trucs qui, à mon avis, à l'origine sont faits pour les machins qui prennent la tension automatiquement là. Mais c'est des petites pompes à vide. J'avais une idée de faire un truc avec ça. Donc je vous montrerai ça quand je le ferai, je sais pas quand j'aurai le temps. Alors là, je voudrais vous montrer des boutons que j'ai trouvés, que je trouve vraiment géniaux. C'est des petits boutons poussoirs, mais on va dire avec un cercle lumineux. Alors ça existe différentes tensions, différentes couleurs. Mais il y en a, comme celui-ci par exemple, qui sont carrément RGB, c'est-à-dire potentiellement, je veux dire, si en plus on les pilote par un microcontrôleur, on va dire toutes les couleurs possibles. Donc, comme on peut le voir, il y a les deux cosses ici du bouton poussoir, et sinon, eh ben, on a une LED RGB, donc à cathode commune, hein, c'est-à-dire c'est le moins qui est commun ici qu'on met sur le C. Voilà. Et là, par exemple, comme on peut le voir, ça peut s'alimenter en bleu, voilà, comme on peut le voir ici, ça peut s'alimenter en vert. Voilà, et en rouge, comme ça. Donc ça existe en différentes tailles, mais même ici, comme on peut voir, assez grand. Et voilà, donc il y a des grands comme ça, des comme ça. Alors il y en a qui sont pas forcément tricolores, il y en a qui sont que bicolores, il y en a qui sont monocouleurs. Et c'est pareil au niveau des tensions, il y a plusieurs choix. Alors moi j'ai pris ceux de la plus basse tension, c'est-à-dire de 3 à 6 volts. Pourquoi? Parce que derrière, c'est facile de rajouter une résistance si on a des tensions plus élevées. Donc ces boutons m'inspirent beaucoup. Je suis sûr que je vais les utiliser dans pas mal de projets. Donc j'en ai déjà pris ici un petit assortiment. Là, j'ai repris des fusibles comme ça. Alors c'est vrai que l'avantage de ces fusibles, c'est que ils sont peut-être moins faciles à changer, mais ils prennent pas beaucoup de place. Et comme on l'a pu voir là dans mon dernier montage, mon testeur de photocoupleur, j'ai mis un polyswitch que je trouve pas forcément le plus adéquat, alors qu'avec un petit fusible comme ça, j'aurais pu mettre ça. J'ai pris ça. Alors j'ai trouvé ces LED là, qui sont assez intéressantes. J'en avais pas tellement des comme ça. Avec ici des clips qui vont bien. Alors c'est des LED, si on la regarde bien, qui sont des LED 5 mm, on va dire, c'est normal, mais qui ont la particularité, comme on peut le voir, d'être, on va dire, rabotés. C'est-à-dire que, comme on peut le voir, leur tête ici est plate. Ça permet de faire des montages qui affleurent sans dépasser. Alors en même temps, il faut mettre ici éventuellement les clips qui vont bien.
Et là, j'ai trouvé justement des petits clips qui dépassent aussi très peu. Voilà. Et ça permet éventuellement donc de faire des choses sur des appareils qui ne vont pas dépasser du tout. Donc là, voilà, j'ai trouvé donc ces petits clips là. Et alors j'en ai trouvé d'autres qui sont aussi sympas, là, qui sont eux faits pour se monter plus solidement sur panneau. Donc ils se vissent. Donc chaque clip est constitué ici donc d'un écrou, d'un corps, bien sûr je fous tout par terre, et d'un petit clip comme ça. Voilà. On voit que ça se monte sur un panneau, hein, donc on va venir après ici visser. Et derrière, on prend une LED, alors ça peut être une LED normale ou une LED plate, justement, comme ça par exemple, que l'on va ici clipper grâce à cette espèce de petit cône là. Voilà, on va mettre là les pattes ici qui dépassent. Voilà. Et derrière, on va le mettre donc comme ça. Et voilà. Bon, en fait, c'est vrai que sur des LED plates, elles sont vraiment très enfoncées. C'est quand même fait plutôt pour des LED, on va dire, standards ici, mais voilà, vous avez compris le principe. Et l'avantage, c'est que ceux-là, ils m'ont l'air bien costauds, quoi. C'est vrai, des fois, les petits clips, ils sont chiants à mettre parce qu'ils tiennent pas trop. Là, on a quelque chose, je pense, de plus solide que les trucs classiques. D'habitude, je prends de la tresse à dessouder et tamer, mais là, j'en ai pris de la paille tamée pour voir. Ça a été pas cher. On va voir ce que ça donne. Alors là, j'ai repris aussi pas mal de petits connecteurs comme ça, parce que c'est vrai, j'en consomme beaucoup. Donc là, ces petits connecteurs à 3 broches, là, alors il y en a des coudés, il y en a des droits, il y en a avec des grandes pattes. Alors ça, pourquoi je m'en sers? Parce que souvent, je m'en sers aussi de prise, on va dire, pour mettre tous les trucs qui sont dans les boîtiers, comme les régulateurs de tension. On peut voir par exemple que dans mon CP157 que je suis en train de développer, ici j'ai des composants, des transistors, des régulateurs qui vont venir ici sur ce radiateur. On voit qu'avec ce genre de prise, je peux ici les enfoncer rapidement. Ça permet de les câbler sans les chauffer et surtout, s'il y a besoin de les changer, il suffit de les dévisser, de les enlever. C'est très pratique. Même si on peut aussi les utiliser, on va dire, comme des sockets normales. Donc ça, j'en ai repris un peu parce que j'en avais plus beaucoup. J'ai repris aussi, parce que c'est pareil, là, j'en consomme énormément. Toujours ces barrettes tulipes, hein, ici. Donc il y a des mâles et des femelles. Je rappelle que c'est de bien meilleure qualité que les trucs à frapper standard. Et ça, j'utilise ça sur tous les modules, Raspberry et autres. Je les achète toujours à souder moi-même et puis je les soude avec ces barrettes-là. J'ai retrouvé aussi des supports comme ça, des barrettes mais avec des tiges très longues. Et ça, des fois c'est intéressant. J'en avais plus des comme ça. Bon, après on peut les recouper, mais là au moins des fois, quand on veut faire des circuits, je veux dire à étage ou autre, ça peut être pratique. Et j'en ai aussi repris, parce que j'en avais plus, des coudées. Alors quand tous ces trucs-là, qu'ils appellent des headers, il y en a de toutes les sortes, de toutes les longueurs. Enfin voilà, c'est vrai qu'avec ça, là je suis pareil pour un petit moment. Bon, alors maintenant on va dire séquence microcontrôleur. Alors là, je me suis rééquipé un petit peu en Arduino Uno. Pourquoi? Parce que c'est vrai que pour faire des tests, c'est assez pratique avec ces fameux, ce qu'ils appellent des shields là, des boucliers là, comme sont traduits, qui viennent se mettre dessus, sur lequel, voilà, on a le reset, on a un bouton, on a différents trucs, et surtout ces espèces de mini breadboard là, qui permettent facilement de faire des tests ou des essais. Et ça, j'en ai plus tellement, donc voilà, j'ai repris ça. Donc en plus maintenant ils en font directement avec de la connectique USB-C là. Bon, c'est des circuits comme ça, mais voilà, c'est vraiment l'Arduino, on va dire, de base. Et donc on peut venir, voilà, toujours venir plugger comme ça le shield dessus, de façon à pouvoir facilement faire des tests. Donc voilà, grâce à ce petit module là, je vais pouvoir des fois bricoler des trucs vite fait sur gaz. Alors pareil, maintenant j'utilise beaucoup des Raspberry Pi Pico, comme de ce modèle là, qui est donc équipé d'un processeur 2040. Et il y a les modèles donc dits 0, qui sont les mêmes, je veux dire, avec moins d'entrée-sortie. Et là, on a ces petites cartes là qui permettent facilement aussi de les brancher dessus temporairement
le temps de faire des essais, des manips. Donc ça, c'est plutôt bien. D'ailleurs, j'ai aussi acheté ces modèles-là, des Pico mais plus, qui eux sont équipés du processeur RP2350, processeur qui est encore plus performant et qui a aussi l'avantage d'avoir la fameuse architecture RISC-V open source là, qui est assez intéressante. Enfin voilà, donc tout ça c'est pour on va dire continuer, hein, sachant que maintenant quand même sur des projets hein, comme celui sur lequel je travaille, là CP0157, quand un Arduino ne suffit plus au niveau de la puissance, bah, je passe sur ces trucs-là que je trouve vraiment très bien. J'ai repris ces fameux ADS 1115 hein, qui sont donc des convertisseurs analogiques numériques sur, alors ils disent 16 bits, en fait c'est plutôt sur 15 parce que ils trichent un peu, c'est 16 bits en différentiel avec 4 entrées, donc ça justement j'en utilise dans mon dernier montage, donc ça c'est plutôt sympa. J'utilise aussi ces convertisseurs là, donc là il y en a plusieurs modèles, hein. Là c'est des MCP4728, donc là c'est dans l'autre sens, hein, c'est des convertisseurs 12 bits digital to analogique, hein, des DAC. Alors ceux-là sont 4 voies, il y en a aussi qui sont juste une voie. Donc ça c'est pareil, c'est assez pratique. Hein. J'ai repris aussi, sur ça c'est pas pour le même projet, mais ça c'est assez utile, c'est ce qu'on appelle des RTC, hein, des Real Time Clock, là c'est pareil, il n'y en avait plus. Donc c'est ces petits modules sur lesquels on rajoute ici une pile, et qui font horloge, et en même temps il y a une EPROM là, pour regarder éventuellement des données. Donc là bon, on trouve hein, toutes les librairies pour piloter ça. Donc là j'en ai repris 3. Alors j'ai aussi repris, parce que ça vaut vraiment pas le coup, le prix que ça coûte de les faire soi-même, comme je fais justement des montages comme ça sur breadboard, d'avoir ces jumpers là, qui ont l'avantage d'être en fil silicone, qui sont bien meilleurs que ceux en PVC là. Voilà, ça quand on fait de la breadboard, c'est vraiment bien utile. Alors j'ai trouvé ces circuits là, alors ça c'est des circuits assez intéressants ma foi. C'est quelque part ce qu'on pourrait appeler des leurres. Dans la norme USB-C, je rappelle que la tension n'est pas forcément de 5 volts. Normalement, il y a un dialogue entre la source, l'alimentation et la charge pour choisir la meilleure tension. Et grâce à ces petits circuits, on peut en gros les tromper quelque part. C'est-à-dire là, on voit qu'il y a des petits straps, il y a 9 volts, 12 volts, 15 volts, 20 volts. Donc en fait, en faisant un petit pont de soudure au bon endroit, on va pouvoir dire au chargeur, par exemple, bah, moi je veux 20 volts, ou je veux 15 volts, ou 12 volts. Alors attention, ces circuits-là n'augmentent pas la tension. Ça ne fonctionne que si on a en face une alimentation, un chargeur, qui respecte réellement la norme de l'USB-C, sinon ça ne marchera pas. Mais si ça fonctionne, je pense que c'est assez intéressant. C'est-à-dire que maintenant, avec mettons comme ça un petit module comme ça, eh ben, on peut lui dire, voilà, donne-moi du 12 volts, et ça permet d'avoir quelque chose d'encore plus universel que les simples chargeurs à 5 volts. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant, à la mesure où le USB-C, maintenant, devient vraiment le standard. Trouver ces petits trucs-là aussi, alors ça, c'est super sympa aussi, hein. J'en ai déjà parlé, hein, c'est des encodeurs à quadrature, hein, ces fameux petits encodeurs là qui permettent donc de faire tous les réglages qu'on veut, qui sont éventuellement poussables. Hein, donc on sent ici il y a des crans, mais alors l'avantage de ceux-là, c'est qu'ils sont montés directement avec des sorties sur lesquelles on peut mettre des connecteurs Dupont. Il y a déjà les anti-rebonds RC ici, et c'est même livré avec le bouton, même style que les potentiomètres que je vous ai montré là. Donc ça, j'ai trouvé que c'était, ma foi, assez sympa. Il y a même l'écrou qui permet de le visser. Donc voilà, donc ça c'est plutôt un bon point. J'ai aussi trouvé ces petits modules. Alors ça, c'est un circuit qui, quelque part, fait un peu l'équivalent du fameux L298. En gros, c'est un double pont qui permet de piloter soit des moteurs pas à pas bipolaires, soit, par exemple, plutôt des moteurs dans un sens ou dans l'autre. Donc là, j'en ai pris 4, je vous montrerai ça. En parlant de ça, j'ai aussi trouvé ces petits cerveaux là qui étaient en promo, vraiment pas chers, et qui ont l'avantage d'avoir des sorties, des engrenages métalliques. C'est quand même bien plus costaud que ceux en plastique qui ont tendance à vite se bousiller. Alors en parlant de cerveau, j'ai trouvé des circuits qui sont intéressants. Je vous ai montré il n'y a pas longtemps dans ma série schéma un contrôleur de moteur brushless sans microcontrôleur. Mais là, c'est des modèles avec.
dès qu'ils sont vraiment tout petits, à mon avis c'est fait pour éventuellement des drones ou des trucs comme ça, alors, bon, je vais pas les sortir, c'est des tout petits circuits, et on branche ici les 3 enroulements d'un moteur brushless, et en face on les alimente et on les pilote comme un cerveau en fait, et ça permet de gérer tout ça, donc c'est tout petit, assez sympa, je vous montrerai peut-être ça aussi dans une vidéo. Sinon j'ai aussi pris ces références de tension 3 volts, pareil je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui parlait de ça, donc ça j'en avais pas, c'est des résistances, donc il y en a ici en CMS, hein, c'est des REF 3030 et celle-là c'est des LM 336 5 volts, ça c'est des 5 volts, pareil j'en avais plus, donc ça c'est des références de tension. J'ai trouvé ici ce petit kit qui permet de transformer un cerveau dans un mouvement linéaire. Donc apparemment c'est imprimé en 3D, c'est pas mal. Ça c'est vraiment de la curiosité, c'est un kit de lévitation ultrason. En fait, hein, c'est un truc qui est bien connu, c'est grâce à des ondes stationnaires, ça va permettre de faire léviter des toutes petites charges. Et j'ai trouvé ça intéressant. Donc, bon, je ferai peut-être une vidéo, il faut que je trouve le temps de monter ça. Bien, alors séquence, on va dire outillage. Alors là, il y a un truc, j'en avais acheté un, puis j'ai trouvé ça tellement bien que j'en ai racheté un autre. Alors c'est quoi? C'est tout simplement une petite loupe comme ça, mais qui est vraiment bien, qui permet très facilement, comme on voit, de grossir, hein, et de regarder facilement. Alors c'est vrai que j'ai des tas de microscopes à droite à gauche, mais enfin c'est pas forcément facile, et c'est assez lourd à brancher et tout. Là, quand on veut regarder une référence d'un circuit, voilà, très facilement, ces loupes-là, elles sont vraiment très très bien. J'en ai pris une pour ici et une pour le mécab. Lors du dernier QDN, je vous avais montré un petit tournevis à cliquer qui était vraiment super. Et j'ai trouvé qu'il était tellement super que j'en ai repris un autre, mais qui en plus, lui, est livré avec plus d'embouts. Et vraiment, voilà, on voit que c'est la taille variable. Et j'en suis vraiment très très content de ce petit truc-là. Alors j'ai pris aussi ce système-là, qui est constitué d'une poignée et de tous ces embouts. Donc ça, a priori, c'est différents types de poinçons pour pouvoir travailler les matières. J'ai aussi pris, j'en ai même pris un comme ça, un autre tout seul. C'est vrai que c'est pratique ces petits trucs là pour fixer des outils. Ça c'est des mèches spéciales pour le bois de différentes tailles. Donc ça c'est, parce que là je travaille d'autres petits trucs en bois ou en plastique, ça marche très bien sur le plastique aussi. Là j'ai repris cette petite lime diamant. Hein. Alors ça c'est différents, c'est un set en fait de différents burins qui permettent de travailler différentes matières. Bon, je ne l'ai pas essayé encore, mais bon, pour le prix ça a l'air pas mal. Au pire, il faudra peut-être que je les retrempe s'il y a besoin. Mais enfin bon, c'est mis comme ça dans cette pochette. Ici, un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est un set de tiges. Alors, c'est pas facile à ouvrir. Donc on peut le voir, c'est tout un set de barres de ferraille, hein, mais de plein de diamètres, et ça sert en fait pour faire du forming. C'est vrai que des fois, quand je travaille des tôles par exemple, on s'en sert comme cale pour les rouler dessus, et là on voit qu'il y a tous les diamètres possibles. Ça c'est plutôt sympa. J'ai repris aussi des forêts, parce que des petits forêts comme ça, ça s'use et ça se casse assez vite. Donc là j'en avais plus, moi surtout des 1.6, hein, à mesure où quand je taraude à M2, il faut du 1.6, et là du 2.5, hein, pareil quand je taraude à 3. Donc là il y avait ces petits forêts, bon, ils sont pas mal. Et en parlant de forêt, j'ai retrouvé, là il y avait un prix intéressant, ces boîtes là, qui sont de 1 à 6, mais ils partent pas de 0,1. Donc cette boîte, comme ça c'est pour mettre sur mon autre perceuse, que j'ai, comme ça j'en aurai pour chaque perceuse. Et puis il y avait ce set aussi qui lui est en impérial. Donc en gros, alors, ils ont tout un système de notation, les Anglais là, avec des forêts qui vont de 1 à 60, enfin même plus loin, mais voilà. Et donc ça permet en fait de faire éventuellement même des fois des diamètres différents. J'ai ici imprimé la correspondance entre le numéro, le diamètre en pouces et en millimètres. Donc des fois ça peut être intéressant. Bon, c'est pareil, c'est pas des forêts d'hyper qualité, mais pour le tout venant ça va très bien. Alors je vous ai montré que j'aime bien ce qu'on appelle les jauges,
qui permettent très rapidement de faire une mesure et de mesurer un diamètre. Alors je vous en ai montré, mais qui n'était pas vraiment très précise. Et là, j'ai trouvé celle-ci. Alors vu le prix que ça coûtait, je me suis dit ça vaut pas le coup de se priver. Et en fait, celles-là sont très précises. J'ai vérifié avec mes jauges et elles sont vraiment très très bonnes. Et donc là, on a les différents diamètres, voilà, de 2 jusqu'à 9. Alors normalement, c'est fait pour les aiguilles à tricoter, mais qui peuvent plus seulement. Alors ça se vend par 3 comme ça, c'est en plastique, mais vraiment là pour une fois, je veux dire, le diamètre est vraiment très très précis. Donc j'ai pris ça. Alors quelques matières premières, ça j'ai repris ces cartes là, c'est des petites cartes en aluminium très fines, mais qui sont très faciles à graver avec ma graveuse laser. Et donc voilà, ça se vend par paquet comme ça permet de faire éventuellement des signalétiques, des trucs comme ça, c'est assez sympa. J'ai ici ces petites plaques qui sont en fait des petits pads autocollants aimantés. Ça permettront de monter des trucs, tout bête. Là, pareil pour la gravure laser. Et j'ai repris ces plaques, là, je trouve que c'est du peuplier. Bon, truc tout bête, mais vu le prix. Pareil, j'ai pris ici ces plaques. Alors là, par contre, on ne peut pas les graver au laser parce que c'est du PVC. On peut voir là que pour certains bricolages, peut servir cette espèce de plaque plastique expansée, là ça se découpe très bien. J'ai pris ça, donc ça c'est du fil très fin, c'est du câble hein, métallique, gainé très fin. Avant j'en prenais chez Decathlon, ça, que c'était vendu pour faire des lignes de pêche, mais j'en trouve plus. Maintenant ils vendent des trucs qui sont pas bien. Alors ça me sert bien sûr pour des systèmes mécaniques, hein, c'est très solide et très fin. Bon, eux là, ils le vendent eux normalement pour faire des colliers, mais qui peuvent le plus moins, hein, ça marche pour tout. Là, il y a des internautes qui m'avaient suggéré, dans des boîtiers se disant étanches, quand même, de garder une aération. Et pour ça, c'est vrai que j'ai vu qu'il existait ces espèces de clapets spéciaux qui empêchent les insectes et tout ça de rentrer, mais qui laissent quand même une certaine aération et permettent un équilibre de la pression. Donc ça existe en différents diamètres. Et donc j'en ai pris comme ça, là, donc ça doit être du M6 et ça doit être du 4 je pense. Et c'est vrai que maintenant j'utiliserai ça me paraît pas mal. Ça, j'en ai repris, hein, j'en utilise pas mal, c'est toujours pour ma super imprimante d'étiquettes. Ça permet d'imprimer des gaines thermorétractables et directement avec l'imprimante. Donc voilà ce que ça donne par exemple, hein, une fois qu'on a imprimé la gaine, c'est plutôt pas mal ma foi. Bon, pas de QDN sans visserie, donc j'ai racheté ce qu'on appelle des stand-off, hein, parce que je n'en avais plus, donc des petites entretoises comme ça, de différents diamètres, ainsi que des écrous à bague nylon anti-desserrage, pareil, en différents diamètres. J'ai trouvé ce petit set ici de vis tête fraisée inox en N2, N3. Bon, ce QDN est bien long et il est même pas tout à fait fini, mais j'ai eu un problème. J'avais plus de batterie dans mon appareil photo. Alors, je termine vite fait. Alors, là, j'ai trouvé des choses qui sont un petit peu hors électronique, mais dans le dernier QDN, je vous avais montré que j'avais trouvé un monoculaire qui était une vraie merde, faut dire ce qu'il est. Mais il y a des internautes qui m'en ont conseillé un autre, et qui est ce modèle-là. Voilà, qu'on peut voir, qui est une sorte de demi-jumelle avec un prisme. Et c'est vrai qu'il est quand même de meilleure qualité, même s'il n'est pas hyper top, il est quand même beaucoup mieux que celui que je vous avais montré. Donc, il coûte à peu près le même prix, hein, ça coûte pour 2-3 euros, ça coûte vraiment pas cher. Enfin voilà, si vous en cherchez un, éventuellement, je vous conseille plutôt celui-ci, que maintenant je garderai avec moi quand j'irai promener mon foufou. Sinon, j'ai aussi trouvé ce truc, bon ça je l'ai acheté parce que j'ai trouvé ça marrant. C'est, comme on peut le voir ici, il y a une espèce de boule là, qui tourne. Et c'est un truc au hasard, en fait, avec différentes décisions. Bon, c'est marqué en anglais, il y a oui, non, peut-être, prier, mais... Et donc, quand on sait pas quoi faire dans la vie, hop, on tourne ça, et on a la réponse. Bon, voilà. Mais en fait, j'ai trouvé que ça va de la gueule. C'est assez lourd, hein, en fait. C'est plutôt de bonne qualité. Et pour terminer, comme vous le savez peut-être, je collectionne les R2D2. Et donc, j'ai trouvé ce petit truc-là. Alors, normalement, c'est fait pour... ranger les écouteurs d'Apple, là, bon, moi j'en ai pas, mais j'ai trouvé que c'était sympa, donc j'ai trouvé celui-là. Et un que j'ai cherché depuis longtemps aussi, c'est le Funko
R2D2, ici comme ça. Donc ça complète ici ma collection. Voilà donc pour ce long QDN. Hein. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo les liens de là où j'ai trouvé ces objets. Hein. Je rappelle que, encore une fois, j'ai pas du tout la prétention de dire que c'est moi qui ai trouvé les mieux, les moins chers. Moi, je vous ai mis là où je les ai trouvés. Après, à chacun de faire ses recherches pour trouver les objets qui vous conviennent. Alors c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler là de mettre des droits de douane un peu partout. Personnellement, sur le principe, je suis pas contre. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop tard. Je veux dire, l'ennui, je pense maintenant, c'est que si on regarde l'ensemble des choses que je viens de vous présenter, que je vous ai présentées dans une QDN, la vraie question est, qu'est-ce qu'on est encore capable de tous ces objets de produire complètement en France, voire même en Europe? Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de ces objets, on n'est plus capable de les produire. C'est même plus un problème de coût, c'est un problème qu'on n'a plus les infrastructures, on n'a plus les connaissances pour pouvoir produire ça. Ce qui fait que si à un moment donné, comme ça, on décide de dire, bah ouais, super, on va tout taxer pour booster notre économie, le problème, c'est qu'on va rien booster du tout, parce que c'est surtout qu'on va créer de la pénurie dans la mesure où, dans un premier temps, on ne sera pas capable de fabriquer ces objets. Donc, ça fait 40 ans que, je veux dire, on a laissé partir toutes nos industries, on a tout laissé filer comme ça, et voilà, on peut pas comme ça, d'un coup de décision, tout changer. D'ailleurs, même le Trump, là, il va aussi s'en prendre un peu plein la gueule, et je crois qu'il va être très vite obligé de revoir un peu ses plans, parce que aux USA, c'est pareil. Je veux dire, c'est pas qu'un problème de droit de douane, je pense qu'il y a des tas de choses, il s'en rend pas compte, mais il est déjà dépendant pas mal des autres pays. Maintenant, la mondialisation, qu'on l'aime ou pas, elle est en place et ça va pas être facile de la dégager, même si personnellement, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Bon, enfin bref, de toute façon, ils vont pas me demander mon avis. Ce qui est sûr, c'est qu'on va dire, tant que je gagne, je joue, donc comme je le dis, voilà, moi j'en profite tant que je peux pour essayer quand même d'avoir un peu de stock, qui fait que je pourrais continuer à bricoler, quelle que soit l'évolution de tout ça. Qu'est-ce que tu dis, Caroline? Que de toute façon, aux USA, ils pensent pas comme nous. Bah oui, c'est vrai. Regarde, aux États-Unis, par exemple, les Américains, ils disent yes, we can. Nous, le vendredi, on dit yes, weekend. Bon, allez, là-dessus, bricolez bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.